Bienvenue dans le podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn. Dans Croyance en série, je reçois une invitée qui te partage une croyance et des pistes pour t'aider à la transformer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Véronique Piusseau, qui est coach et plein d'autres choses, vous le découvrirez plus tard. Et cet épisode s'inscrit dans Croyance en série, cette série d'épisodes qui vise justement à aller débusquer, identifier une croyance. Et c'est pas évident à le faire soi-même. Alors peut-être que d'en entendre parler, ça va te faire un déclic et puis t'aider à aller éventuellement modifier cette croyance si tu te sens concerné. Bonjour Véronique. Bonjour Viviane, bonjour à tous. Alors, on va commencer on va entrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais te demander quelle est la croyance que tu as choisi d'évoquer aujourd'hui dans cet épisode? Merci de ton invitation. Et quand tu m'as proposé en fait de venir parler des croyances, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est en fait un souvenir d'enfance. Quand j'étais à l'école primaire et puis que tous les trimestres, il y avait des classements. Il y avait premier, deuxième de la classe, troisième, dernier. Je me souviens de ce moment où en fait, j'arrivais chez moi avec mon carnet de notes et puis que je devais présenter ça à mes parents. Mais le souvenir que j'ai, c'est surtout à mon papa. Et en fait, à l'époque, c'était assez simple puisque j'étais en général avec ma meilleure copine, première de la classe ou deuxième de la classe. En général, les trimestres comme ça, on alternait. Donc, si tu veux, il y avait rien de dramatique, ça, en soi. Mais en fait, quand j'amenais le carnet de notes, je me souviens globalement de la réaction de mes parents. En gros, si j'étais deuxième, pourquoi ce trimestre-là, j'étais pas première? Si j'avais eu 18, pourquoi j'avais pas eu 20? Je pourrais faire un petit effort. Alors évidemment, aujourd'hui, je sais que mon papa, ma maman faisaient ça, c'est pour me soutenir, pour m'encourager, tout ça. Mais à cet âge-là, ce que j'ai réalisé bien plus tard, c'est que qu'est-ce que j'intégrais moi? J'intégrais que j'étais pas assez. Être deuxième, c'était pas suffisant. Oui, j'aurais quand même pu faire encore mieux. J'aurais pu quand même faire un effort supplémentaire pour qu'il soit content pleinement. Oh, quelle pression! Tu sais, et en fait, les raccourcis qu'on fait, en tout cas que je faisais inconsciemment, c'était que pour être vraiment aimée, fallait que j'ai 20, quoi. Fallait que je sois première de la classe. Ouais. Et ça, c'était, bien sûr que c'était pas leur intention. Comme des fois, on a des attitudes qui peuvent laisser des traces. Parce qu'en fait, ça c'est quelque chose qui m'a poursuivi longtemps. Ce sentiment que j'étais pas assez, que je devais en faire plus pour être appréciée, pour être aimée, pour être accueillie. Oui, excuse-moi, mais cette croyance, toi, tu la résumes, je ne suis pas assez. C'est pas pour être aimée, je dois être la meilleure. Non, c'était pas. Moi, c'était plutôt je ne suis pas assez, parce qu'en fait, ce qui s'est passé aussi dans mon cheminement personnel, c'est que il y a eu du je ne suis pas assez et parfois je suis trop. C'est-à-dire que je posais beaucoup de questions, je m'intéressais à beaucoup de choses, je parlais. Alors des fois on disait aussi que j'étais trop bavarde. Mais à la maison aussi, quand je posais trop de questions, j'agaçais ma grand-mère, ma mère, enfin voilà. Donc j'ai fini par me réfugier dans ma chambre, comme ça, mes livres et puis la musique sur les oreilles. Et donc là, tu vois, j'intégrais aussi que j'étais trop. Donc en fait, il y avait ma sensibilité aussi. J'étais trop sensible. Oh, arrête de pleurnicher pour un rien, tu vois. Ouais. Donc il y a quelque chose en moi qui est pas ok. Donc c'était ça finalement ma croyance.
Hein. Et tu étais en permanence dans cette quête de satisfaire tes parents pour qu'ils soient fiers de toi. C'est exactement ça. Et puis, mon papa disait, il disait, ah, mais moi, je suis fière de toi et tout ça. Enfin, je savais que j'étais l'aînée, mais voilà, il fallait toujours faire plus. Et c'est ça, c'est qu'en fait, je passais mon temps à essayer de répondre aux besoins des autres pour avoir le sentiment d'être aimé, d'être aimable, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Tu vois? Ouais. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a suivi longtemps. Et ma sensibilité, en fait, et ma capacité d'adaptation m'a fait m'oublier finalement. Parce que ma priorité, c'était de répondre aux besoins des autres. C'est fou cette particularité, comme on la retrouve très souvent chez les femmes qui ont ce besoin. Je crois que c'est plus présent chez les petites filles de vouloir tellement plaire, en particulier au papa, plus que chez les garçons. C'est étonnant. Oui, et je me dis aussi, tu vois, en tant que maman, enfin, en tant que femme, quand on devient maman, on a aussi cette posture où on va se faire passer en second. Ça va être d'abord nos enfants, la famille, et puis on le fait avec, enfin, pour moi, mes enfants, c'est énorme, c'est quelque chose. Moi, quand j'étais adolescente, j'avais une angoisse. Mon angoisse, c'était de mourir avant d'avoir eu des enfants. C'était vraiment dans les tripes, là, depuis toute petite. J'ai toujours joué avec des poupées, des poupons. Je leur mettais des vraies couches. Et puis, enfin bref, la relation parent-enfant, pour moi, ça m'a toujours portée. Je voulais travailler en néonat auprès des enfants prématurés. J'avais fait mon mémoire là-dessus, sur les relations parent-enfant en néonat. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, mes enfants... bon, évidemment, comme on dit, c'est la prunelle de nos yeux, mais voilà, c'est dans les tripes, c'était très, très fort. Et du coup, c'était normal, si tu veux, de faire tout ça pour eux. Je n'avais pas le sentiment que ce soit un sacrifice. Ouais. C'était dans le cours des choses. Mais du coup, se préoccuper d'abord de nos enfants, de notre famille. J'avais aussi un métier à l'époque où je travaillais au bloc opératoire avec des chirurgiens, où j'étais là pour préparer, anticiper, servir, enfin donner le bon instrument au bon moment. Enfin, voilà. Alors servir, c'est un peu, mais c'était ça en fait. Oui, donc j'étais encore dans la situation où je devais répondre aux besoins de l'autre et anticiper ses besoins. Mais personne là s'occupait de mon besoin, moi. On n'était pas là pour ça. Tu vois, donc ça venait renforcer. Peu à peu, tu t'oublies, tu t'éteins, tu trouves plus ton compte, quoi. Et c'est exactement ça. Et en fait, moi, au fond de moi, si tu veux, j'ai une joie. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui pétille, voilà. Et en fait, je me rendais compte, mais même ma famille, ma sœur m'a dit quelques années après, mais on te reconnaissait pas. Enfin, et en fait, je me disais, je me retrouve pas, quoi. Je suis plus moi. Je m'éteins comme si à l'intérieur tout se desséchait. C'est vraiment le mot se sacrifier, parce que tu fais le sacrifice de toi pour te mettre à disposition des autres. C'est ça, et en même temps, je n'avais pas la conscience, parce que je pensais que c'était ce qu'on me renvoyait, tu vois, et bien que c'était moi qui faisais faux. Oui. C'était moi qui n'avais pas la bonne attitude. C'était moi qui comprenais pas ou qui était trop sensible. Je devais me renforcer. Tu vois? Oui. Donc, cette croyance, je ne suis pas assez, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont la retrouver en eux. Qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu conseilles comme outil pour, d'une fois qu'on a pris conscience, les personnes qui le souhaitent, si les personnes veulent rester avec ça, il n'y a aucun souci. Mais si elles souhaitent transformer ça, qu'est-ce que tu aurais à proposer? C'est ça. Alors, effectivement, chacun fait ses choix de vie et puis il n'y a absolument aucun jugement. Mais à un moment donné, quand on a envie de changer quelque chose pour trouver une voie qui nous amène peut-être plus de joie, c'est déjà réaliser
qu'il n'y a pas qu'une façon d'être au monde, qu'il n'y a pas il n'y a pas un modèle à suivre, même s'il y a 3 personnes qui nous reprochent certaines caractéristiques chez nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être obstiné, hein. On peut s'interroger tout ça, mais comment je me sens, moi, avec ça? Comment je me sens avec ma sensibilité? Comment je peux m'observer, me regarder et puis accepter certaines parts de moi, les parts qui sont plus brillantes, les parts qui sont un peu plus sombres, parce qu'on en a tous, et puis accepter de m'aimer, regarder, mettre le focus sur tout ce que je sais faire, tout ce dont je peux être fière de moi, que ce soit des petites choses, des petites actions ou des grandes victoires que j'ai pu avoir. Parce qu'en fait, quand je mets le focus sur pourquoi j'ai pas eu 20 au lieu d'avoir 18, je regarde juste la faute que j'ai faite, mais je regarde pas les 18 points que j'ai pu engranger. Tu vois? Exactement. Donc, c'est vraiment prendre, et c'est pas se la péter, c'est vraiment juste être face à la réalité. Je suis un être humain avec des forces, avec des faiblesses, et j'avance avec ça. Et en même temps, mes faiblesses font toute ma force, j'ai envie de dire, ma singularité. Oui, oui. Et c'est ça, c'est à un moment donné accepter de changer notre regard sur nous, sur les choses, changer notre discours intérieur. C'est parce que, par exemple, l'hypersensibilité dont je te parlais tout à l'heure, pendant longtemps, j'essayais de la cacher. Plus j'essayais de la cacher, plus elle prenait de la place. Plus je me trouvais ridicule parce que j'avais la larme à l'œil à la moindre émotion de joie ou de tristesse. Et en fait, le jour où je l'ai accepté, en me disant, mais c'est comme ça. Puis je laisse couler quand ça vient, puis j'en souris avec beaucoup d'amour et de bienveillance envers qui je suis. Du coup, les gens, ils n'ont plus rien à dire. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, même si ça peut les intriguer parfois, mais c'est comme ça. Quand toi, tu es ancré, quand toi, tu es connecté à qui tu es, c'est parce que c'est ça, parce que moi, j'étais déconnectée de moi. Je ne m'inquiétais pas de savoir quelles étaient mes envies et mes besoins. Je ne me connaissais pas. Ouais, c'est très précieux ce que tu dis là, le fait d'accueillir ces parts de soi, parce que c'est absolument presque miraculeux, mais à partir du moment où on accueille, on observe, on prend conscience, on se rend compte que oui, c'est une partie de nous qui est là, et c'est comme si un ennemi disparaissait. C'est comme si jusque-là, on avait quelque chose contre quoi il fallait se battre. Et à partir du moment où on l'accueille, eh bien voilà, le souci se volatilise. Tu sais bien, Viviane, que ce à quoi tu résistes persiste. Eh oui, c'est ça. Et en fait, c'est ça. C'est à partir du moment où on accueille, et la vie, la vie, c'est ça. C'est être dans l'accueil de ce qui est, parce que de toute façon, mon hypersensibilité, par exemple, je prends cet exemple parce qu'on en parle, mais elle est là. Et je sais pas, si je suis plus forte en français qu'en maths, eh ben c'est comme ça. Alors, je peux essayer de développer des compétences, mais je peux aussi prendre du plaisir à développer, à me connecter à la joie dans des lectures, dans de l'écriture, tu vois. C'est pour ça que apprendre à se connaître, ça nous permet de savoir où on peut aller. Parce que moi, si ce qui me met en joie, c'est d'être en lien avec les gens, si je sais que moi, quand il y a eu beaucoup de stimulation, j'ai besoin de me ressourcer dans ma bulle de silence, je vais pas me dire, mais t'es complètement asocial. Parce que tu vois, des fois, quand tu ne te connais pas, tu vas te juger très fort. Oui. Mais en fait, si tu dis, ah ben non, mais là, je comprends, hein, il y a eu de la musique, il y a eu des gens, du mouvement, des bruits, mais moi, j'ai besoin de mon sas maintenant pour récupérer. C'est ça. Ouais. Et c'est très bien comme ça. Et on peut avoir envie de voir du monde, et on peut avoir besoin de se retrouver tout seul. Tu sais, quand tu parlais de cette résistance, on parlait de ça, ça me fait penser à l'autre jour, je suis allée me balader le matin, puis il y a un ruisseau là, enfin qui coule bien là en ce moment avec toutes les pluies. Puis au milieu, il y avait une grosse pierre. Il y avait une grosse pierre, puis il y a 15 jours, c'était à sec, hein, ce ruisseau il était à sec, et là il y avait vraiment un flot d'eau qui coulait. Et je me disais, mais regarde, l'eau, elle vit sa vie d'eau. Elle passe là avec le flot, là, elle se laisse porter. Et il y a cette pierre au milieu. Est-ce que l'eau, elle est en train de trépigner en disant, mais non, mais c'est par là que je veux passer. C'est ça. Elle est là.
elle épouse, je te jure, c'est super beau, elle épouse la pierre, elle la contourne et elle continue. Oui, oui. Elle va pas donner trop d'importance à cette pierre en disant mais c'est là que je veux aller. Non. Ouais. Et ça me fait rebondir aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure. Quand on sait ce dont on a envie, je vais peut-être juste m'arrêter là-dessus. C'est que c'est pas forcément évident d'identifier ça aussi. Et j'aimerais bien que les gens qui nous écoutent ne se découragent pas et qui ne s'ajoutent pas une nouvelle croyance en se disant oui, mais moi je sais pas ce que j'aime bien. Ben c'est normal, il n'y a pas de souci. Et c'est quelque chose qui se travaille peut-être après avoir déjà éliminé ou transformé des croyances qui justement était là pour dire je suis pas là pour me faire plaisir, je suis là pour être au service des autres, je suis là pour que mon papa soit content de moi. Donc, il faut peut-être passer par des croyances en amont pour arriver à s'autoriser à se poser la question de qu'est-ce qui me fait plaisir. Donc, pas que les gens se découragent ou se condamnent dès le départ, mais ça va venir. C'est déjà rien que le fait de vouloir le faire, c'est déjà un premier pas dans la bonne direction. C'est exactement ça. C'est commencer par prendre conscience qu'il y a des choses qui sont pas OK pour moi, qui m'élèvent pas, qui m'aident pas à m'épanouir pleinement. Et puis accepter que c'est tout un processus et que ça prend du temps, mais en même temps, le temps il peut être différent pour chacun, chacune. Certaines choses vont aller plus vite, puis d'autres vont prendre un petit peu plus de temps et c'est OK. Oui. Pour ça, il y a un truc qui est dingue parce que avant d'enregistrer ça, on s'est pas parlé. Tu m'as pas dit de quelle croyance tu allais parler. Et figure-toi que hier, j'ai passé la commande d'un cahier qui a sur la page de couverture "Je suis assez". Ah, j'adore. Ben, tu vois, moi, j'adore ces moments-là. J'adore ces synchronicités-là, tu vois. Oui, oui. Ouais. Donc, je disais que ça allait parler à pas mal de monde. Je crois que je suis la première. Ben, j'en suis ravie, tu vois. Oui. Donc voilà, donc on a une croyance. Merci d'avoir partagé sur le processus à mettre en place gentiment, sans précipitation. C'est pas, il y a pas d'urgence. Hein. On a souvent mis tellement longtemps à ancrer cette croyance que laissons-nous le temps un petit peu de sortir du schéma. Et puis donc, est-ce que tu veux nous partager maintenant? Si tu veux bien, juste, tu nous en as déjà parlé un peu, mais de comment tu t'es guéri, peut-être toi, de croyances, de blessures, mais entre le faire pour toi et te lancer dans le métier d'accompagnante, et puis là, je te laisse peut-être en dire un peu plus, mais c'est un autre stade que tu as franchi. Alors, que tu as franchi? Donc, qu'est-ce qui t'a donné cette force, cette énergie pour passer à cet autre niveau? Alors, j'avais déjà pour moi une soif de comprendre, une soif d'aller comprendre ce qui se passait là dans mon mal-être à un moment donné. Donc là, je suis partie déjà j'ai fait pas mal de formations, mais la plus importante, c'était justement cette formation de psychopraticienne là que j'ai fait pendant 5 ans. Et là, j'ai compris plein de choses. Et ensuite, à travers tout un tas d'autres formations, parce que j'étais poussée par cette envie d'aider des personnes qui pouvaient être confrontées à certains événements, certaines expériences que j'ai traversées. Et en fait, moi, mon intention, c'était peut-être d'être la personne que j'aurais aimé rencontrer sur mon chemin, peut-être un peu plus tôt. L'idée, c'est de me dire, de faire gagner du temps, enfin, pas parce que c'est la course, mais peut-être comme mettre des petites lumières sur le chemin des gens qui vont les voir ou pas à leur rythme. Hein. L'idée, c'est pas de dire allez-y, maintenant il faut aller. Non, c'est juste à chaque moment de notre vie, on va pouvoir glaner des choses qui vont nous permettre de croître dans le respect. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je dirais qui vont
pas pouvoir être entendu par certaines personnes. Pour d'autres, ça va être le gros déclic. Voilà, c'est OK. C'est pareil, le même sujet peut être traité par différentes personnes, ça va être amené de différentes manières, mais il y a des moments où on n'est pas prêt à entendre certaines choses. Oui. Hein? C'est pour ça que c'est important peut-être d'être curieux, parce que c'est fou comme on entend la même chose pour la 6e, 7e, 8e fois, et puis ça n'a jamais fait tilt, et puis là, tout d'un coup, c'est quelqu'un d'autre qui utilise une autre énergie pour en parler, puis paf, ça percute. Et ça, c'est tellement important ce que tu viens de dire, parce que même moi, ça m'est arrivé, hein, je me suis dit, oh, mais ça fait 10 ans que ma copine, elle me disait ça. Mais j'ai pas mis le même sens, j'ai pas observé, tu vois. Et des fois aussi, les gens disent, oh là, non, mais moi, j'ai fait ça, ou j'ai suivi cette formation, ou cet accompagnement, ça m'a servi à rien. Mais quand ils arrivent chez nous, ou chez d'autres, hein, tout ce qu'ils ont fait avant, ça sert à quelque chose quand même, mais ils en ont pas forcément conscience. Hein? C'est pas à ce moment-là que le déclic qui va forcément se faire. Mais par contre, toutes ces personnes avec lesquelles qu'elles vont côtoyer, toutes ces personnes avec qui ils auront échangé de l'énergie, des connexions, de la réflexion, ben, elles font partie de leur processus de transformation. Hein? Et comme tu dis, après, il va y avoir un mot, une énergie. Mais même moi, des fois, dans mes accompagnements, des gens, et tout d'un coup, ils tiltent, ils disent, ah ouais, mais la dernière fois, là, oui, en fait, ça faisait plein de fois que je revenais dessus, mais parce que juste à ce moment-là, ils étaient prêts pour entendre ça et pour l'accueillir, tu vois? Oui, ça me fait penser à l'image de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On a besoin de remplir, et puis à un moment donné, il y a cette goutte d'eau. Et puis, ce serait une erreur de dire, ah, mais j'ai fait tout ça pour rien, parce que c'était ça qu'il fallait faire. Non, parce que toutes les gouttes qui sont déjà là étaient utiles et contribuaient. Et ça, donc encore une fois, faut pas se précipiter, c'est une question de temps aussi. Oui, et les gens, moi j'ai beaucoup de gens qui disent, oh, mais j'aimerais que ça aille plus vite. Alors ça les fait sourire parce qu'ils savent très bien que voilà, il y a ce qu'on sait, hein, je sais dans le mental, mais il y a ce qu'on incarne, et ça c'est important de respecter le temps et surtout de faire confiance dans le processus. Et c'est exactement ça. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait en amont, ben voilà, ça nous sert. Et si c'est aujourd'hui que j'ai le déclic avec telle ou telle personne, c'est pas parce que ce que j'ai fait avant, ça ne sert à rien. C'est juste parce que, voilà, sur mon chemin, j'avais besoin de tout ça pour arriver à prendre conscience. Hein. Donc, ben voilà, pourquoi tu me demandais qu'est-ce qui m'a motivée à en faire mon métier et tout, parce que d'abord, je suis une passionnée des relations, des gens, voilà, et aujourd'hui, je suis vraiment très stimulée dans cet accompagnement des personnes sensibles qui sont motivées à passer à autre chose. Mais motivées, ça veut pas dire que dans 2 heures, ils ont fait leur changement. Hein. C'est motivé parce qu'ils comprennent qu'ils peuvent devenir acteurs de leur vie. C'est-à-dire que c'est eux qui vont écrire la suite de l'histoire. Ouais, tu vois, c'est eux qui tiennent le stylo, c'est plus papa, maman, la prof, la maîtresse, l'entraîneur. Ouais. Et j'ai envie de les accompagner à prendre conscience qu'ils peuvent reprendre ce pouvoir-là et non plus laisser le pouvoir à l'autre de nous définir. Oui, c'est tout ce que tu dis là, bah c'est aussi ce qui me motive à faire ce podcast. C'est parce que je crois que il y a des choses qu'on a besoin de répéter encore et encore, et j'ose espérer que les auditeurs, en entendant évoquer des croyances, en voyant comment on a traversé ça, et puis on a pu développer des choses merveilleuses par la suite. Donc ça va leur donner l'envie d'en faire de même, et puis que ce soit une goutte d'eau qui s'ajoute à leur verre et puis qui les accompagne. Et ce que je voulais dire aussi à propos du podcast, c'est que maintenant il y a des gens qui t'ont écouté et puis qui ont perçu ton énergie, qui ont ressenti si c'était en adéquation avec elle ou pas. Alors maintenant, justement, ces personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur la manière dont tu accompagnes les gens, comment tu pourrais les diriger à te découvrir dans ce que tu proposes?
Déjà, merci pour ta valeur de contribution à laquelle je suis aussi bien connectée à travers toutes ces activités et ton podcast là. Oh, merci. Comment les personnes peuvent me trouver, me contacter ou me découvrir en fait aussi simplement? Alors déjà sur les réseaux sociaux, moi je suis sur Facebook, Véronique Piusso thérapeute ou Véronique Piusso, c'est un profil qui est public. Sur Instagram, et puis j'ai également une chaîne YouTube qui porte aussi mon nom, Véronique Piusso. Donc voilà, il y a ces différents réseaux, et puis il y a mon site internet www.veroniquepiusso.com. Donc là, vous pourrez voir mes différentes offres, accompagnements, parce que ben oui, comme je disais, moi j'ai ma formation de base de Gestalt thérapeute, j'ai des formations, des outils alors de thérapeute de couple, sexologie, coaching, enfin tout un tas de bagages dans ma besace là, tout un tas d'outils dans ma besace. Et du coup, je fais des accompagnements. Et là, prochainement, j'ai un programme qu'on va commencer pour le mois de juin, commence le 2 juin. C'est un programme d'accompagnement justement pour permettre, il s'appelle Révèle-toi, où on va aborder les questions, donc c'est en collectif, hein, où on va aborder les questions de qui suis-je finalement, de l'identité, de l'authenticité, d'oser mettre ses limites. Alors voilà, c'est un premier passage après pour oser prendre sa place et se reconnecter à soi, en fait. Et se retrouver comme étant assez. C'est ça l'intention, c'est vraiment de s'aimer, de s'assumer. D'ailleurs, j'ai un groupe sur Facebook aussi, les 3A, s'accueillir, accueillir, assumer et aimer qui je suis pour me libérer. Ah oui. Voilà. Accueillir, assumer pour aimer. Aimer qui je suis, ouais. Magnifique. Ben, écoute, toi qui nous écoutes, tous les liens des différents réseaux sociaux et du site de Véronique sont dans la description de cet épisode. Et puis, Véronique, je te laisse encore le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est vraiment oser écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce qu'en fait, on a toutes nos sensations qui nous parlent, notre corps nous parle, et c'est lui qui nous indique en fait les voies à prendre, les chemins à choisir, les personnes à j'allais dire à garder, mais je veux dire quelles sont les personnes qui nous nourrissent, quelles sont les personnes qui nous mettent en joie, et puis osons aussi remercier, avoir de la gratitude au quotidien pour qui on est, tel que l'on est, parce que tel que l'on est, on est assez. Alors, un immense merci, Véronique, pour ta participation. Et puis, vous les auditeurs, les auditrices, merci d'être à l'écoute du podcast de la double reconnexion. Dans le prochain épisode, il sera question d'une croyance fondamentale que nous partagera Élodie Florenti. C'est impossible. À bientôt!